Bah, je pense que il faut commencer à se poser la question d'entamer une psychothérapie quand on a l'impression qu'on a du mal à avoir prise sur sa propre vie. C'est-à-dire que quand on a la sensation de patiner, la sensation que finalement on a utilisé toutes les cartouches qu'on avait sous la main et que le problème il continue à être présent, il y a un moment où la psychothérapie, elle a pour objectif de pouvoir se poser avec quelqu'un et de faire un petit bilan. Alors, un petit bilan, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de très long, mais c'est de simplement faire pause et de constater la somme d'efforts qu'on a pu déployer et de se dire est-ce que ça a été utile. Alors un exemple assez concret qu'on a régulièrement en cabinet, ça va être une personne qui va être en arrêt maladie, c'est son troisième renouvellement d'arrêt maladie, et puis elle vient en expliquant que bah, ça va pas bien au boulot. Donc elle repousse le moment fatidique de la reprise à ce moment-là. Le médecin expliquant au psychothérapeute qu'il va pas pouvoir faire ça indéfiniment. Le psychothérapeute peut constater que la personne finalement déploie toujours la même somme d'énergie dans la même direction, à savoir qu'il faut retourner au boulot. Et le psychothérapeute constate à ce moment-là que la personne ne va pas bien, que de prendre un médicament ou de renouveler un mois d'arrêt maladie de plus, ça ne réglera pas le problème. Puisque, et il faut bien se poser la question souvent, il faut se demander tout de même si toutes ces actions vont permettre de réellement régler le problème qui serait un peu sous-jacent. Alors quand je dis sous-jacent, il ne faut pas forcément imaginer des profondeurs incroyables. Tout simplement, quand la personne ne veut plus retourner au boulot, bah, peut-être qu'il y a des questions à se poser en termes de relations avec les collègues. Peut-être que la personne n'ose pas se dire que ce boulot n'est pas fait pour elle. Mais pour pouvoir se poser cette question, encore faut-il faire pause un petit instant et ne pas croire que avaler un médicament va nous faire oublier ou passer à autre chose. On n'a finalement qu'une vie, elle peut rapidement perdre de son sens, et je pense que le psychothérapeute doit permettre à un moment donné d'aider les gens à faire un petit bilan et à se demander qu'est-ce qui se passe. On peut avoir d'autres exemples, on peut avoir une maman qui constate qu'avec sa fille, il y a des crises de colère, et puis elle se met à tout casser, et puis elle écoute plus rien, et puis elle rentre, il est 1 heure du matin, euh, et puis finalement c'était une enfant qui était très joviale, très sympathique, elle écoutait beaucoup sa maman, et puis c'est plus le cas. Bon, une fois les discussions épuisées, une fois les discussions avec toute la famille autour d'une table bien faite, et constatant que la fille va toujours pas bien et continue à faire n'importe quoi, il peut être de bon ton d'aller s'interroger avec quelqu'un dont c'est le métier, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est joué et qu'est-ce qui a pu nous échapper. Puisque finalement, quand on va en psychothérapie, c'est qu'on sait qu'on souffre, c'est qu'on a un minimum conscience de soi, mais qu'on n'arrive pas à voir finalement des solutions qui sont peut-être sous nos yeux. Donc le psychothérapeute, là, à ce moment-là, il va se positionner et peut-être interroger la famille. Si on constate que cet enfant a été trop chouchouté par sa maman, on pourra un petit peu élaguer ça avec la mère et voir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Ça peut paraître un peu paradoxal ce que je dis, parce qu'on peut se dire si elle est chouchoutée par sa mère, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Mais voilà, c'est tout le boulot du psychothérapeute de comprendre les enjeux, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle ne tolère plus la frustration depuis qu'elle a 15 ans et il va falloir, et j'en parlerai peut-être par la suite, mais il va falloir comprendre un peu plus en détail ce qui s'est passé. Euh, on peut avoir aussi d'autres exemples. Une femme, par exemple, qui va constater que ça fait au moins le sixième couple qui ne fonctionne pas. Euh, Exemple assez typique, on a tous autour de nous quelqu'un qui, malgré toute la volonté du monde, désire ardemment être en couple, mais qui, au moment où la brosse à dents dans le pot est posée, va avoir des angoisses très intenses et plus ou moins se rendre compte qu'elle met fin à la relation. C'est en même temps pas ce qu'elle veut et c'est en même temps une solution de fuite qu'elle a prise de manière automatique. Euh, donc les gens, la plupart du temps, peuvent avoir conscience de pourquoi ils font des choses qui ne leur font pas du bien. Et le boulot du psychothérapeute, donc, c'est pas toujours de prendre conscience, mais de trouver des solutions parfois un peu concrètes pour que la personne puisse agir autrement. Parce que finalement, si vous avez une amie qui vous dit j'en ai marre d'être les week-ends toute seule, et puis toi t'as réussi ton couple, et puis moi j'y arrive jamais, euh,
très rapidement, elle dira face au psy qu'elle a des soucis quand elle est protégée peut-être par un homme et que ça l'angoisse, mais elle vous dira, et c'est ça qui est intéressant, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois ça se finit comme ça. Et le fameux je ne sais pas pourquoi, c'est pas une question uniquement philosophique, c'est une question tout simplement de vision. Quand on est dans sa propre vie, on peut pas tout voir en fait. Euh, je peux prendre la métaphore de la conduite. Quand on conduit, en fait, par définition, on a toujours des angles morts. C'est pour ça qu'on vous demande de tourner la tête, parce que le rétroviseur ne vous permet pas de tout voir. Et quand on va voir un psychothérapeute, bah, on est en train de se dire que on est dans sa propre vie, mais qu'il nous manque des informations pour pouvoir comprendre pourquoi on agit parfois d'une manière contradictoire, paradoxale. Alors, quel psy choisir? Alors déjà, le terme psy est assez générique, il est assez large. Pour faire très simple, la première distinction qu'on peut faire, c'est entre les psychiatres et les psychologues. Les psychiatres sont des spécialistes, la psychiatrie est une spécialité médicale, au même titre que la gynécologie, que l'ophtalmologie, etc. Les psychologues n'ont pas une formation médicale à proprement parler, c'est des spécialistes en sciences humaines. Donc, ce que ça implique donc très simplement, c'est que les psychiatres sont en capacité, en tant que médecins, à prescrire des médicaments, contrairement aux psychologues. Il faut savoir donc, encore une fois, puisque ce sont des médecins, il y a des possibilités de remboursement complète ou partiel de certaines séances. Euh, on peut aussi ajouter que la plupart du temps, on est amené à voir plutôt un psychiatre dans des cas qui on va dire, sont un peu plus lourds ou un peu plus compliqués à gérer, et qui, bah, le plus souvent, nécessitent un traitement médicamenteux. Quand quelqu'un est dans une dépression très grave, très intense, ou dans une anxiété très importante, on peut avoir des idées suicidaires, etc., ou commence à avoir des hallucinations, des sensations étranges, là, je pense qu'il est du ressort de la psychiatrie à ce moment. Ce qui ne veut pas dire que ça va pas forcément devenir chronique et se pérenniser, mais ça va nécessiter, au moins pour un temps, une aide médicamenteuse. Et parfois, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas complémentaire avec le psychologue. Euh, donc ça, ce sont des métiers. Le psychologue donc n'a pas de consultation remboursée. Bon, il faut savoir que maintenant, de plus en plus, les mutuelles permettent de rembourser certaines séances, comme l'ostéo, comme le kiné, etc. Maintenant, ce qu'il faut bien différencier, c'est le métier de la fonction. Donc là, moi je vous ai parlé du psychiatre, qui en soi n'est pas formé à la psychothérapie, et le psychologue non plus. Donc, quand vous voulez entamer une psychothérapie, euh, connaître le métier des gens ne suffit pas, il faut connaître leur formation complémentaire. Donc il y a des psychiatres qui ne sont pas formés à la psychothérapie, et des psychologues qui le sont. Donc le choix d'aller voir un praticien qui est remboursé est pas vraiment suffisant, parce que c'est peut-être pas la chose dont vous aurez le plus besoin de savoir s'il est remboursé ou pas, mais c'est de savoir s'il sera utile ou pas. Euh, il faut rajouter également que, bah, à côté des psys, on a aussi les psychanalystes, donc ça c'est une fonction. On fait de la psychanalyse qu'on peut plus ou moins assimiler à une forme de psychothérapie. Il y a également les psychopraticiens, et il y a ce qu'on appelle les psychothérapeutes. Alors, psychothérapeute, c'est un terme générique qui est reconnu par l'État, qui nous dit simplement que les gens ont suivi une formation minimum pour pouvoir intervenir auprès des gens. Psychopraticien est un terme qui a été un petit peu utilisé du terme psychothérapeute, donc c'est pas un titre qui est reconnu par l'État, mais les gens peuvent être quand même en capacité d'intervenir. À côté de ça, bah, vous avez les hypnothérapeutes, vous avez différents types de praticiens. Bon. Ce qui compte, c'est de savoir de quoi vous allez avoir besoin. Et la deuxième chose, et la plus importante selon moi, c'est que vous soyez face à quelqu'un qui soit compétent pour pouvoir répondre à votre difficulté. Euh, j'ai fait une différence entre métier et fonction, elle est vraiment fondamentale. Pourquoi? Puisque, je vais prendre l'exemple de l'hypnose qui est très à la mode, les gens appellent beaucoup pour régler tel et tel problème grâce à ça. Il faut savoir que l'hypnose ne règle évidemment pas tout. Si vous avez des difficultés ancrées depuis 10 ans dans votre vie, ça n'est pas en fermant les yeux 3/4 d'heure que les choses vont disparaître. Mais ce qui est très important, c'est que la personne en face de vous doit pouvoir avoir suffisamment de connaissances théoriques, de professionnalisme et d'expérience pour pouvoir comprendre si l'outil qu'elle va vous proposer sera bien à vous proposer. Donc finalement, pour résumer, on pourra mettre sur un plan les psychiatres, les psychothérapeutes et les psychanalystes, ça va vous permettre de mieux comprendre.
Si vous êtes enclin à ressentir des hallucinations auditives, vous entendez des choses que les gens n'entendent pas, vous voyez des choses que les autres ne voient pas, vous vous sentez épié, vous vous sentez observé très régulièrement. Euh, donc ça peut faire partie de ce qu'on appelle une urgence, donc au sens psychiatrique. Quand il y a un sentiment d'urgence et quand il y a une possibilité d'attenter à sa vie, si vous sentez que vous êtes à deux doigts de faire une bêtise, là aussi ça fait partie des urgences psychiatriques. Ça va nécessiter soit une hospitalisation, un soutien rapproché, une infirmière, un psychiatre, une hospitalisation où vous êtes bien entouré et voire une médication. Donc là, on est dans le cas de l'urgence. La psychothérapie, nécessairement, justement, elle appelle un peu moins à la notion d'urgence. Elle appelle forcément à une demande, à un besoin de la personne, mais il est évident que quand quelqu'un appelle un psychothérapeute en disant «je vais mal, il faut que tous mes problèmes disparaissent au plus vite et que j'ai un apaisement dans la minute», il est vrai que ça risque d'être un élément un peu contre-productif, puisque la psychothérapie, ça implique pas forcément des années de travail, hein, ça peut être 6 mois par exemple, mais ça ne veut pas dire que tout sera réglé en 3/4 d'heure, 1 heure. Donc évidemment, moi j'aurais tendance à dire aux gens, si ça fait 25 ans que ça ne va pas, peut-être que ce serait pas mal de prendre deux trois rendez-vous, deux trois quarts d'heure, pour qu'on puisse déjà discuter, et la plupart du temps, le fait de poser les choses permet déjà d'apaiser. C'est déjà un premier travail. Et puis il existe les psychanalystes qui, eux, de coutume, on va dire, et ça a du sens pour les psychanalystes, vont aussi nécessiter encore un peu plus de temps que le travail de la psychothérapie. Psychothérapie, souvent, on va dire qu'il y a des psychothérapies assez brèves de 10 séances. La majorité du temps, ça va durer entre 6 mois et 1 an, et ça peut durer, certaines psychothérapies peuvent durer quelques années. Dans la psychanalyse, on peut plus largement aller dans un travail d'introspection, c'est-à-dire de réflexion sur soi-même, de retravail de l'histoire, qui je suis, d'où je sors, etc. Et ça va nécessiter un travail sur le beaucoup plus long terme. Quelqu'un qui ressent l'urgence d'être apaisé très rapidement dans ses sensations parce qu'il a peur de faire une bêtise, est moins adapté pour aller s'installer sur le divan d'un psychanalyste. On pourra en parler par la suite, mais euh, quand on rencontre un psychanalyste, par définition, il n'est pas du genre à essayer de régler le problème dans l'immédiat. Et donc si vous attendez une réponse très rapide, voire un peu pragmatique, un peu concrète, c'est pas le psychanalyste qu'il faut aller voir tout de suite. Par contre, si des choses vous travaillent depuis quelques années ou quelques mois et que vous aimeriez prendre le temps d'en parler, là, c'est peut-être beaucoup plus adapté pour vous à ce moment-là. Une psychothérapie, c'est la rencontre d'une personne qui est finalement experte de sa vie. Elle la connaît mieux que le praticien, évidemment. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, elle a certains angles morts, elle voit certaines choses se répéter, elle a certaines souffrances qui reviennent régulièrement, elle a certains blocages qu'elle commence à identifier, qu'elle ne comprend pas et qu'elle n'arrive pas à dépasser. Donc c'est la rencontre de cette expertise du patient avec l'expertise d'un praticien, en fait. Puisque vous êtes face à une personne à ce moment-là qui a l'habitude de voir certains types de problèmes, des problématiques amoureuses, des problématiques addictives, des problématiques par rapport au travail, et qui a l'habitude de ce genre de vicissitudes, de certaines difficultés de la vie. Donc ça implique à un moment donné euh, que le patient puisse collaborer, dire les choses, et les dire vraiment, puisse dire aussi s'il n'est pas à l'aise, parce que finalement le recueil d'informations que le praticien va faire est fondamental. À partir de ce moment-là, euh, on va dire que contrairement à un rapport entre patient et médecin, on n'attend pas finalement que le diagnostic tombe. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Il est délicat et très compliqué d'imaginer qu'au bout de 3 rendez-vous, on dise à une personne, vous avez tel problème, il va falloir faire telle chose, et puis après ça ira mieux. C'est une aventure à deux. Et d'ailleurs, on peut évoluer, le praticien peut évoluer en termes de représentation par rapport au patient, en termes d'implication notamment, puisqu'on peut se dire, bah, finalement, il avait l'air très déprimé par rapport au travail, et puis maintenant qu'il est retourné au travail, des vraies questions commencent à se poser. Puis je me rends compte qu'il n'a pas de problème de dépression du tout. Je me rends compte que finalement il a peur des challenges.
Et puis, bah, c'est pareil aussi dans sa vie amoureuse, etc., etc., etc. Donc, c'est vrai que c'est... comment dire? On va dire que plus le patient s'implique, plus le thérapeute peut l'aider, c'est clair et net. Si entre les séances, la personne vous dit: «Écoutez, moi j'ai repensé à ce que vous m'avez dit, et puis, d'un seul coup, ça m'a replongé, quand j'avais 8 ans et que ma mère me gueulait dessus et que je me sentais super mal. Et c'est vrai que, vous avez fait un parallèle intéressant parce que, quand vous m'avez dit certaines choses, je me suis braqué. Et c'est vrai que je fais ça souvent avec les gens. On me l'a déjà reproché, et cetera, et cetera. Donc là, on est en train de constater que la personne, finalement, a été touchée par les mots du psychothérapeute et heu se propose à elle-même de s'engager dans un travail pour elle-même, quoi. Et il y a une belle différence hein, quand un patient vous dit oh, bah, je sais plus ce qu'on s'est dit la dernière fois d'ailleurs. Euh, bon, finalement, elle a quelque chose à questionner en termes de collaboration. Il faut quand même ajouter un élément qui est important, à savoir qu'il faut différencier la demande des gens et puis leurs besoins. C'est-à-dire que les gens viennent parce qu'il y a quelque chose qui, au premier abord, les fait souffrir ou dont ils aimeraient se débarrasser. Quand on rencontre donc finalement un praticien, il a son expertise et la plupart du temps, il est amené finalement à mieux voir les choses que le patient, qui par définition bloque, donc il va chercher quelqu'un pour qu'on l'aide, et qui va apporter une plus-value. Si le psychothérapeute n'a rien de plus à ajouter que le patient, ça sert plus à rien, évidemment. Et donc, dans ce jeu d'influence, si le patient est suffisamment à l'aise avec son psychothérapeute et qu'il entend, qu'il semble avoir bien compris sa difficulté, il peut lui permettre d'aller explorer avec sa lampe torche un petit peu ailleurs. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Les gens peuvent avoir des demandes particulières, mais avoir des besoins à d'autres endroits. Euh, imaginons donc la mère de tout à l'heure qui a un problème parce que à la maison ça crie et qui insiste en disant au psy il faudrait absolument que vous rencontriez ma fille parce qu'elle fait n'importe quoi. Bon, la fille vient et puis le psy constate que ça va plus ou moins. Là, à ce moment-là, l'expertise du psy est peut-être de se dire le besoin n'est pas chez la fille. Peut-être que la mère elle a besoin de parler. Et puis, peut-être, on sait jamais, je vous donne cet exemple comme ça, il faudrait convoquer le couple. Pas le couple conjugal, mais le couple parental. Parce que, en fait, monsieur n'a jamais été trop présent. Le cas assez classique qu'on va entendre assez régulièrement auprès du psy. Et donc, monsieur n'a jamais été vraiment présent, et le fait de discuter de la question éducative entre madame et monsieur et le psychothérapeute va peut-être permettre de débloquer. Et il arrive très souvent qu'au bout de quelques séances, on vous dise mais vous vous rendez compte, c'est très étrange, notre fille ne fait plus de crise à la maison. Donc il est très important pour le psychothérapeute d'avoir un minimum d'autorisation du patient à aller investiguer les choses sur un plan un peu plus large. Euh, puisque on peut se plaindre d'une chose et puis la difficulté peut se retrouver ailleurs. Euh, Un exemple qu'on peut donner, l'analogie avec la médecine, j'arrive chez le médecin, j'ai mal au ventre. J'ai très mal au ventre depuis 2 jours. Et puis, les choses à la mode maintenant, c'est d'aller faire son diagnostic par internet, et les médecins s'en plaignent beaucoup d'ailleurs, parce que les gens arrivent en disant prescrivez-moi ça, et j'ai tel problème. Donc si moi je suis persuadé d'avoir une gastro-entérite et que j'ai besoin d'une prescription d'Imodium, et que je veux pas entendre le médecin, a priori le médecin va pas vous faire d'ordonnance. Il va vous dire la chose magique, attendez que je vous ausculte. Il va poser des questions, il va palper, il va vérifier ce qui se passe. Et puis bah, peut-être qu'il va constater autre chose, quoi. Il va peut-être constater que vous avez une appendicite, il va peut-être constater que vous avez un ulcère, il va peut-être vous demander une prise de sang, et puis il va peut-être suspecter un problème plus grave, ou peut-être moins grave. En médecine, il y a aussi ce qu'on appelle les douleurs référées ou les douleurs projetées, c'est-à-dire que vous avez mal à un endroit, mais c'est parce qu'il y a un dérèglement à un autre organe. Donc vous voyez, la médecine est quelque chose de compliqué, mais chez un psychothérapeute, c'est pareil en fait. Et si tous les patients qui rentraient chez un médecin ou chez un psychothérapeute savaient exactement quel était leur problème et quel était le bon outil à utiliser, bah ça voudrait rien dire tout ça, ça n'aurait aucun sens. Les gens ne viendraient plus finalement, ils se soigneraient eux-mêmes. Voilà.
Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que la psychothérapie, c'est un appel à la rencontre, et bien évidemment, parfois, on est persuadé qu'il va falloir faire ça pour que tout aille mieux. Si finalement mon mari arrêtait de râler à la maison et faisait un peu plus les tâches ménagères, tout ira mieux dans notre couple. Et puis le jour où le mari fait tout, bah, finalement la femme va pas mieux. Vous voyez? Donc là encore, c'est pas très grave si les gens sont dans une bonne relation avec le psychothérapeute, ils viennent constater ça et on réoriente l'évaluation et on se rend compte que finalement on n'a peut-être pas travaillé au bon endroit. Mais voilà, s'il y a une déception, les gens sont amenés à partir parce qu'en fait, ils ont fait une commande, la commande est validée, mais ça ne va pas mieux. Ce que disait François Roustan, qui était un superviseur, un ancien psychanalyste qui est devenu hypnothérapeute, il disait quelque chose de très simple. L'important, quand on veut déplacer une pierre, c'est pas le levier, c'est où est-ce qu'on va placer le levier. Et donc, on a du travail à vide quand on n'arrive pas à évaluer la bonne chose à faire pour le patient. Donc, voilà, les personnes arrivent avec un symptôme d'appel, ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut supprimer ce symptôme à ce moment-là. Si on va un tout petit peu plus dans l'explication de comment ça marche, il faut pouvoir, le psychothérapeute doit pouvoir comprendre quelle est la fonction du problème. Et ça, évidemment, ça fait partie des angles morts du patient. Et le psychothérapeute doit pouvoir avoir conscience de ça et travailler avec ça. Un exemple que je peux vous donner, finalement madame se plaint de l'absence de monsieur à la maison, mais finalement ça l'arrange, parce qu'en fait quand monsieur est là, il y a beaucoup d'engueulades. Monsieur le sait, et donc il a tendance à s'éloigner par rapport à sa femme, parce qu'en fait on se rend compte que monsieur il a pas envie que sa femme le quitte, et c'est plus fort que lui, il arrête pas de s'engueuler avec elle. Si vous n'avez pas compris, donc là de manière systémique, c'est-à-dire si vous n'avez pas compris le rôle de chacun dans cette histoire, et que vous essayez de défendre monsieur ou de défendre madame, ce qui n'est pas le rôle du psychothérapeute évidemment, si vous essayez de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, et ben en fait vous allez rien faire bouger, puisque la résistance à ce moment-là, elle est dans le couple. Et c'est pas uniquement madame qui va pas bien, ou monsieur qui va pas bien. Et donc ça s'appelle l'expertise du psychothérapeute. Et il est très rare que les gens arrivent avec une explication bien complète de où sont leurs problèmes. Alors, pour commencer, il faut savoir que des psychothérapies, comme on le sait, il y en a plein qui existent, et il y en a plusieurs centaines même. Mais pour résumer, on va dire que depuis un peu plus d'un siècle, on pourrait délimiter 4 grands courants en psychothérapie. Le premier courant qui est apparu, c'est le courant psychanalytique, euh, par la suite le courant cognitivo-comportemental, puis humaniste, puis systémique. Alors, je vais donner un exemple assez concret. Une dame, depuis son divorce, est très déprimée. Elle pleure toute la journée, elle ne va pas bien, etc. Je vais vous donner un peu comment on pourrait, alors c'est un peu caricatural, mais comment ces 4 courants pourraient approcher cette problématique, en tout cas cette personne. Dans le courant psychanalytique, on pourrait, enfin cette dame en allant voir un psychanalyste pourrait être amenée à comprendre qu'est-ce qui fait qu'elle est si affectée par ce divorce. Et le psychanalyste pourrait mettre un peu en lumière le fait que les relations qu'elle a pu observer quand elle était enfant entre ses parents a peut-être un impact encore aujourd'hui, ce qui fait qu'elle a énormément de mal à sortir de cette dépression. En allant voir le psychanalyste, elle se rend compte qu'elle n'a jamais pu faire le deuil du divorce de ses parents, qu'elle a toujours été instrumentalisée, et que finalement elle culpabilise à l'idée de rendre ses propres enfants malheureux. Dans une approche cognitivo-comportementale, c'est des approches beaucoup plus brèves, on va rester très pragmatique, très concret. Donc le passé nous intéresse mais dans cette approche, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. L'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que pense cette dame, qu'est-ce qu'elle ressent et qu'est-ce qu'elle fait. Donc très pragmatiquement, elle se dit, je suis nul, à mon âge, je me remettrai avec personne, c'est de ma faute si ce divorce a eu lieu finalement. Euh, donc elle se sent nulle, elle se sent triste, elle se sent anxieuse, et en plus on constate que depuis qu'elle a déménagé, elle s'est mise dans un petit studio, et elle n'ose pas dire bonjour aux voisins, et elle ne rappelle plus ses enfants ni ses copines. On est dans une approche cognitivo-comportementale, on va travailler tous ces éléments pris un par un. Notamment échanger pour voir en quoi finalement elle serait plutôt responsable du divorce au lieu de son mari. Et puis de rééquilibrer, qu'elle se rende compte finalement que c'est peut-être un peu 50-50. Donc ça lui permettrait de travailler un peu sa culpabilité.
Elle se dit qu'elle va pas pouvoir se remettre en couple. Ça, on va pouvoir travailler ça, discuter de ça avec le psychothérapeute pour qu'elle relativise. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de faire ce qu'on appelle de l'activation comportementale, c'est-à-dire, madame, désormais, vous allez simplement dire bonjour à vos voisins. Et puis, le psychothérapeute va encourager cette dame à rappeler ses filles. Que ce soit un rituel, vous passez un coup de fil tous les samedis, même si vous n'avez pas grand-chose à dire. Et puis, ce serait pas mal de rappeler cette copine à laquelle vous pensez depuis 6 mois et vous n'osez pas le faire. Pourquoi le psychothérapeute fait ça? Parce qu'il va la remettre en route. C'est-à-dire que là, on n'est pas simplement en train de parler, de discuter, d'échanger, mais on va bousculer la personne pour qu'elle puisse revivre une nouvelle expérience, pour qu'elle puisse casser ce cercle vicieux d'auto-exclusion qu'elle a mis en place. Elle n'a pas envie de s'exclure, mais c'était plus fort qu'elle. Pour se protéger, elle s'est éloignée des gens. Et donc, quand elle vous dit oui, moi je me sens seule et exclue, la réponse du psychothérapeute, c'est oui, oui, clairement. Vous ne vous faites pas d'illusions, c'est exactement ça que vous avez malgré vous mis en place. Donc on va activement, très concrètement, casser ça. C'est le fameux exemple que je donne souvent, c'est quand on a eu 18-20 ans, il y a un soir on déprime, et puis on a une copine ou un copain qui nous dit on va en boîte, et puis on n'a pas envie d'y aller. On boude, on fait la tête. Et puis la personne nous tire, et puis on râle, et puis finalement, alors ça peut être une soirée par exemple, pas forcément en boîte, on commence à discuter, on fait du lien avec les gens, et puis on commence à rire. Et puis à la fin, l'ami nous dit bon bah on va rentrer. Et puis sur le retour, on dit bah ça me fait du bien en fait. Et la prochaine fois que tu sors, finalement, ce serait bien que tu me ramènes à sortir. Qu'est-ce qui s'est passé là? La personne constate que ses émotions ont changé et elle a souri par elle-même. On lui a pas fait un débat philosophique pendant 3 heures en disant tu devrais sortir, ça te ferait du bien. On l'a pris par la manche, on l'a sorti de son cercle vicieux pour qu'elle rentre dans un cercle vertueux. Et donc l'activation comportementale, ça ressemble un petit peu à ça aussi. Donc voilà, ça peut être un exemple d'éléments sur lesquels on va travailler. Dans l'approche humaniste, euh, là, on a moins d'outils très concrets de la part du thérapeute parce qu'on part du principe que le thérapeute, par ses qualités personnelles, notamment le fait d'être empathique, d'être à l'écoute et d'être très connecté à l'expérience de la personne, va déjà pouvoir permettre à cette dame de se reconnecter elle-même à ses sensations. Puisque quand on n'est pas bien, on a souvent tendance à s'éloigner, à ne pas vouloir ressentir. Euh, une des choses intéressantes quand on est dans une posture humaniste, parfois, c'est euh, qu'en poussant finalement indirectement la personne à se reconnecter à ses émotions, elle puisse se dire, c'est vrai, en fait, j'ai des angoisses plus profondes derrière. Sachant que quand on est dans cette vision-là en tant que thérapeute, on se dit que bah, l'humain est pris par des angoisses qui sont tout à fait normales en fait, et qu'il va falloir trouver un peu un équilibre avec ça. Ça peut être l'angoisse de liberté, ça peut être l'angoisse d'être aimé, ça peut être l'angoisse de la mort, ça peut être l'angoisse du manque de sens de la vie. Et donc à partir de ce moment-là, quand on a réussi à identifier des lignes directrices qui paralysent la personne et qui l'empêchent de pouvoir dépasser le problème, on va pouvoir parler des vraies questions. Et peut-être que cette dame, elle se dit finalement, la vie n'a aucun sens. Et je me rends compte que même avec mon mari, finalement, ça venait colmater quelque chose. Je me suis toujours trouvé inutile. Et le fait d'être seul aujourd'hui me fait comprendre que je me sens vraiment inutile. Là, vous êtes en train de toucher dans une approche humaniste à quelque chose de fondamental. Donc vous voyez, par rapport à tout à l'heure, la demande c'est je suis triste, j'ai divorcé, mais le besoin derrière, le psychothérapeute, là, s'il a un peu de nez, il se rend compte que l'idée c'est pas qu'elle se remette en couple en fait, demain. Ça réglera pas le problème. C'est qu'elle puisse faire quelque chose de cette angoisse, la dépasser, pour pourquoi pas se remettre en couple, mais d'une manière plus sereine, non, quelque chose de plus solide. L'approche systémique, elle, elle part du principe qu'il n'y a pas de cause à chercher chez une personne en particulier. Qu'on est toujours relié à un groupe de personnes, à un système, alors ça peut être au travail, ça peut être dans une famille, et que finalement, quand on veut essayer de modifier quelque chose, il faut pouvoir, comment dire, essayer de ne pas chercher quel est le premier entre l'œuf et la poule. Donc est-ce que le divorce s'est fait parce que madame était trop exigeante? L'idée en systémie, c'est certainement pas de se dire ça, c'est de se dire que dans la communication, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus. Et donc, si elle est amenée à rencontrer un homme, par exemple, et qu'il y a des difficultés,
L'idée, c'est pas d'essayer de, comment dire, réparer ou faire de la thérapie chez cette dame, mais c'est d'essayer peut-être de la rencontrer avec ce nouveau monsieur avec qui elle s'entend moyennement, mais qu'elle aime, et d'essayer de comprendre non pas en quoi lui ne fonctionne pas bien, en quoi elle fonctionne pas bien, mais de voir dans quel schéma de répétition ils se retrouvent tous les deux. C'est-à-dire que elle, peut-être qu'elle a besoin d'un prince charmant qui va lui dire je t'aime et puis je ne te quitterai jamais. Ce qu'il fait, mais elle, ça va peut-être résonner dans un schéma en elle, c'est quand un homme me fait des promesses et qu'il me dit ça, c'est qu'il me ment. Donc vous voyez que là, on est dans un paradoxe communicationnel. Le monsieur, il n'a pas vraiment conscience de ça, il comprend pas ce qu'il fait, il fait les bonnes choses, il aime profondément cette dame, on imagine que c'est 2 ans après, il aime profondément cette dame, elle le sent, mais c'est plus fort qu'elle. Quand il lui envoie ce signal, ça la crispe en même temps que ça lui fait plaisir. Mais elle se rend pas compte, elle sait pas ce qui se passe. Et donc là, on peut avoir besoin, dans une approche systémique, d'avoir les deux personnes en présence pour pouvoir démêler un petit peu, euh, pas vraiment démêler d'ailleurs, je dirais, mais plutôt essayer de comprendre dans quel manège on est. Il y a un thérapeute qui s'appelait Moni Elkaïm qui donne un exemple sublime par rapport au couple. Il dit, finalement, c'est comme dans les tourniquets d'immeubles, parfois vous êtes à deux et puis vous êtes bloqué. Et puis il y en a un qui dit c'est toi qui bloques le tourniquet, et l'autre qui dit mais non, mais c'est toi qui bloques le tourniquet. Et donc la question, c'est pas de savoir qui bloque, c'est de comprendre le mécanisme qui chapeaute les deux, comment il fonctionne et comment ça se fait qu'on est pris dans ce mécanisme. Et c'est vrai qu'une approche systémique, elle peut être beaucoup plus efficiente et moins culpabilisante, et elle explique finalement que les responsabilités, elles sont partagées. Voilà. L'idée, c'est que avec la psychothérapie, on va essayer de détricoter tout ça. On va essayer finalement à l'aide de théories, à l'aide d'outils, à l'aide de stratégies. En tout cas, moi, c'est peut-être aussi comme ça que je fonctionne personnellement. Je vais essayer de pousser les gens à un moment donné à essayer de comprendre comment ils fonctionnent, mais aussi à poser des actes. Parce que ça reste important de pouvoir acter dans la réalité des choses. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça. Euh, en agissant ou en constatant qu'on n'arrive pas à faire certaines choses, l'expression que j'utilise souvent, c'est qu'on peut voir un peu mieux comment les gens sont câblés, c'est-à-dire comment c'est fait derrière, quelles sont leurs lignes directrices, qu'est-ce qui les angoisse depuis toujours profondément, quelles sont les zones avec lesquelles ils sont à l'aise, avec lesquelles ils sont à l'aise, avec lesquelles c'est plus compliqué. Donc ça permet, je pense qu'on est dans une avancée commune, où on essaye d'explorer soi-même, on peut faire de l'introspection en passant à l'action. Je vous dis ça parce que on pourra avoir tendance parfois à sacraliser la prise de conscience. Maintenant, si on est un peu retors, on pourrait dire qu'il y a des gens qui savent très bien pourquoi ils agissent d'une façon qui leur rend pas justice, qui leur permet pas d'aller mieux, mais c'est pas pour autant qu'ils arrivent à changer. L'exemple un peu bête que je reprends parfois, c'est celui de Woody Allen qui dit qu'il a fait de la psychanalyse, il sait très bien pourquoi ça va pas, et puis il continue à faire pareil. Donc, pour moi, il y a ce que les gens disent, il y a ce que les gens comprennent, et puis il y a ce qu'ils font. Parce qu'il n'y a rien de plus compliqué dans la vie de dire je sais que je fais des conneries, je sais que je fais n'importe quoi, mais c'est plus fort que moi, j'ai peur de faire autrement, ou alors je constate que je peux pas m'en empêcher. Quand les gens ont un trouble obsessionnel compulsif, ils vont avoir des rituels de vérification. Par exemple, ils vont allumer et éteindre la lumière 50 fois dans la journée, ils vont vous dire mais je sais que c'est idiot, mais je peux pas faire autrement, parce que je suis pris par une angoisse incroyable qui me bouffe, et donc je peux plus dormir, je peux pas sortir de chez moi, etc. Quand quelqu'un a un traumatisme, par exemple, on va appeler un stress post-traumatique, il va faire des cauchemars, il va avoir des reviviscences dans la journée, il va avoir des angoisses, des attaques de panique. Bon, il sait peut-être très bien pourquoi il a ça. C'est pas pour autant que ça va mieux, en fait. Donc la psychothérapie, c'est pas simplement un débat philosophique, intellectuel, ça engage aussi le corps, ça engage les actions. Et pour moi, encore une fois, ça reste mon cas, je pense que chaque jour, on est amené à actualiser ce qu'on fait. Et le propre de l'humain, c'est d'essayer de garder une certaine constance, qui font qu'on vous reconnaît et que vous reconnaissez tous les jours. Et peut-être que la psychothérapie est une façon d'essayer de maintenir la personne dans ce qu'elle est, tout en lui permettant, peut-être paradoxalement, de faire une mise à jour et de pouvoir changer certaines choses. Et on peut avoir un effet papillon parfois. Donc, en psychothérapie, on peut avoir une femme qui vous dit qu'elle va quitter son mari, euh, qu'elle en peut plus. Et puis le psychothérapeute pourrait se dire, au fond, je crois qu'elle le fera jamais.
Donc on accompagne cette personne, et puis elle vous dit: «Si, si, si, moi je sais que je vais le quitter, j'en peux plus». Jusqu'au jour, en fait, elle s'effondre en pleurant, elle vous dit: «J'y arrive pas». Pour moi, là, à ce moment-là, c'est pas un échec du psychothérapeute, on est en cours de route, on est en train d'avancer. Elle, elle se dit: «Mon psychothérapeute peut pas m'aider, je n'y arrive pas, je suis déprimée», et là, le psychothérapeute, finalement, il lui permet de comprendre comment elle est câblée. Et en fait, cette dame, elle est très angoissée à l'idée d'être seule. Et c'est peut-être ça le problème. C'est pas tant son mari, c'est peut-être que fondamentalement, en fait, son mari, elle l'aime plus, mais elle veut pas se retrouver toute seule. Donc à partir du moment où on a compris ça, on a déjà fait un grand pas. Et la personne commence à entendre ce qu'elle se raconte. Parce que c'est aussi une des grandes difficultés quand on fait de la psychothérapie, c'est que les gens viennent, notamment avec une image d'eux qui n'est pas forcément la plus réaliste du monde. Ils se disent des choses qu'ils aimeraient faire, des choses qu'ils aimeraient devenir, ils se projettent beaucoup de choses, et il faut pouvoir travailler ça. Donc ce décalage entre ce que je suis et ce que je me dis que je suis est très important. Euh, un autre exemple qu'on pourrait donner, c'est la femme qui va se mettre à retravailler. Donc on continue avec la même dame, par exemple. Elle retravaille, ça faisait 15 ans qu'elle était chez elle, elle était femme au foyer. Son mari s'en plaignait beaucoup, qu'elle bossait pas, qu'elle ramenait pas d'argent pour le foyer. Et puis, un jour, elle retrouve un boulot. Elle devient, je sais pas moi, secrétaire médicale, bon, à temps partiel. Donc là, on accède à la demande de madame, et on accède à la demande de monsieur. Sauf que monsieur n'est pas content. Pourquoi il est pas content? Parce que ça l'arrangeait bien, en fait, que la nourriture soit préparée le soir. Et puis, en fait, on est en train de se rendre compte que cette dame, le fait que son homme soit jaloux, ça lui plaisait bien. Lui, ça l'irrite. Parce que lui, en fait, depuis que sa femme bosse, il est très angoissé. Il sait pas où elle est. Avant, il savait très bien qu'elle était à la cuisine, ou elle était à l'école pour chercher les gosses. Sauf que maintenant, madame, elle rentre plus, enfin, elle rentre finalement du travail, mais en plus, elle rentre même pas à 17h, elle rentre à 19h, parce qu'elle va aller boire un coup avec ses copines. Et donc là, vous voyez que on accède à la demande de madame, qui est de plus en plus souriante, qui vous dit merci, qui dit merci au psychothérapeute, et puis on a un mari qui est de plus en plus angoissé, de plus en plus agressif, qui commence à lui parler de travers, parce que en fait, il est extrêmement jaloux. Donc vous voyez que on peut accéder à une demande, mais ça vient bouleverser un équilibre, parfois. Euh, Parce que les gens, par définition, en vivant, ils trouvent toujours un équilibre. Même si parfois c'est un équilibre qui est très précaire, ils sont pas toujours amenés à pouvoir en changer facilement. Euh, ce qui m'amène à vous dire finalement que les problèmes ont souvent une fonction. Ça permet d'éviter certaines choses. Cette dame, par exemple, ça lui permettait d'éviter de séduire. Ça lui permettait peut-être de se dire, enfin de ne pas se dire qu'avec son mari ça ne va pas. Euh, Maintenant qu'elle a son indépendance financière, bah, elle est confrontée à des choix. Parce qu'elle va plus pouvoir dire au thérapeute qu'elle est obligée de rester. Parce que si elle gagne sa vie, bah, peut-être qu'il va falloir se poser la question de est-ce que je reste avec lui? Donc vous voyez la somme de fonctions que ça vient remplir, le fait de rester à la maison à ce moment-là. Mais sauf que la dame, elle s'en rend pas compte quand elle vient voir le psychothérapeute au départ. Elle sait juste que elle dit au psychothérapeute, je suis nul, de toute façon, ça fait 15 ans que j'ai pas travaillé, personne ne voudra m'embaucher. Mais en fait, peut-être que derrière, il y a tout ça qui se joue. Donc psychothérapeute, l'image qui vient de m'arriver, c'est la première fois d'ailleurs, peut-être que c'est un peu un genre de Mikado. C'est-à-dire qu'il essaye de déplacer les choses sans que tout s'écroule non plus. Donc il faut pouvoir respecter le rythme de la personne qui n'a pas conscience de tout ça, bien évidemment, et va découvrir aussi pas à pas avec le psychothérapeute, en même temps que lui, quels sont peut-être les enjeux qui maintiennent son problème. Bon, donc pour reprendre un petit peu cet exemple avec cette dame qui finit le soir avec sa copine à boire un verre, à rentrer finalement à l'heure du repas, euh, avec un mari qui justement n'a peut-être même pas préparé le repas, on peut se poser la question de qu'est-ce qui va se passer après. Alors évidemment, quand je raconte l'histoire, on peut se dire mais c'est dramatique, puisque ça va venir casser quelque chose. Bon, je pars du principe que les gens ne sont pas sous emprise du psy. C'est-à-dire que ils vont pas se mettre ils vont pas se mettre en difficulté uniquement parce que une personne qu'ils payent une fois par semaine leur dit de le faire. Donc il faut quand même rétablir un peu les responsabilités des gens. Moi, je pars du principe que cette dame, probablement que si elle continue à aller bosser et à aller boire un coup avec ses copines, c'est probablement parce qu'elle y trouve un intérêt, et peut-être même un meilleur équilibre.
Et ce que ça nous dit, c'est qu'à ce moment-là, le conflit qui peut s'opérer, c'est l'équilibre du mari, l'équilibre de sa femme, et donc l'équilibre du couple. Oui, ça met les choses en sursis. Peut-être que ça permettra à cette dame de constater que bah, son mari, elle ne l'aime plus longtemps. Ou peut-être que ça va lui permettre de dire à son mari ce qu'elle pense depuis le début, puis peut-être qu'il va bien l'entendre, peut-être qu'il va venir consulter un psy, peut-être que ça va faire émerger une demande de réajustement du couple. Parce qu'elle va peut-être se dire, mais en fait, c'est bien sympathique de me faire draguer dans le bar, et tous ces hommes sont bien mignons, mais en fait, au fond, j'aimerais beaucoup que ce soit mon mari, puis je me rends compte que mon mari, il m'a pris pour un pot de fleurs, quoi, depuis plusieurs années, et puis il fait plus d'efforts pour moi. Moi, je suis plus qu'une fonction, là, je suis un peu la boniche. Bah écoutez, moi je pense qu'à ce moment-là, ça participe à un acte d'émancipation pour cette dame. Et alors c'est plus facile pour moi puisque je suis un homme, et donc les hommes ont moins peur de moi que si j'étais une femme, mais j'aurais tendance à dire, si ça s'y prête, peut-être que monsieur devrait venir avec sa femme pour qu'on puisse parler de tout ça. Parce que s'il aime sa femme, bah peut-être qu'il va falloir réajuster un peu le couple. On, à ce moment-là, moi j'imagine que le couple c'est un système, et on peut pas partir du principe qu'un système va rester figé jusqu'à la mort. Un système, c'est un élément humain, et à la manière de la respiration, ça doit s'alimenter de l'oxygène et ça doit expirer du CO2. Donc, un couple, ça doit vivre. Ça peut pas rester figé comme il y a 30, 40 ou 50 ans. Donc, le départ des enfants, la retraite, le vieillissement, etc., etc., le changement d'emploi va faire que le système couple va être déséquilibré. Là, quand la dame est venue me voir, on était dans la crise. Je pense que cette crise, on peut l'accompagner. Peut-être que si le mari se redécouvre une certaine passion pour sa femme, ou alors lui se permet d'aller voir un peu ses copains, qu'elle, elle l'accepte, et que finalement, bah, ils arrivent à se retrouver autour d'un restaurant, ce qu'ils n'ont pas fait depuis 8 ans, bah, il pourrait se passer quelque chose d'intéressant. Peut-être que, vous voyez, là, à ce moment-là, on n'est plus dans la catastrophe du couple qui explose, mais peut-être que madame, par sa souffrance et par son courage à en sortir avec la psychothérapie, elle va permettre au couple bah, de revivre une deuxième étape finalement. Et ce serait peut-être intéressant de voir les choses comme ça. Donc on pourrait se dire, si on s'arrête au début, bah, finalement le psychothérapeute il a accéléré la question du couple. Alors déjà, si on s'intéresse au couple, on peut pas dire que le psychothérapeute est là pour que tout le monde reste ensemble quoi qu'il arrive. Il y a des endroits, il y a des situations plutôt où quand un homme est maltraitant et frappe sa femme, bah, peut-être que le psychothérapeute il doit permettre à la femme de s'émanciper et de partir. C'est pas un coach à ce moment-là, il n'est pas là pour prendre des décisions, mais il peut fortement suggérer que pour la sécurité des enfants et de la dame, il faut qu'elle parte. Donc il y a des moments où je pense que le bon sens peut quand même s'inviter en psychothérapie. Même si on n'est pas là pour être normatif, il faut pouvoir dire les choses. Peut-être que cette dame, elle a besoin de l'entendre d'ailleurs à ce moment-là, de quelqu'un qui incarne normalement un respect pour soi, à savoir le psychothérapeute. Donc c'est un peu en poupée russe. C'est en cela où la psychothérapie ne peut pas s'établir sur des modèles à suivre, des étapes bien carrées à franchir. Moi, quand quelqu'un me dit je suis déprimé, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Je lui dis nécessairement on se rencontre au moins une fois et puis on verra ce qui va se passer. Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire sa dépression. Il n'y a pas une seule façon d'en avoir marre de son mari, il n'y a pas une seule façon d'être traumatisé, il n'y a pas une seule façon d'être déprimé, il y a plusieurs façons de se retrouver dans ces situations. Et parfois, on a le bonheur de constater qu'en 5, 6 séances, ben, il y a des miracles qui se font, quoi. Il suffit parfois de pas grand-chose. On s'embarque pas forcément pour des années et des années de suivi. Alors, il faut savoir que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de psychothérapie s'il n'y a pas de bonne relation. Maintenant, une bonne relation, ça veut dire quoi? C'est pas toujours très clair. Évidemment, pour commencer, je vais dire quelque chose d'évident, mais un psychothérapeute, c'est un être humain, donc forcément, il peut y avoir des psychothérapeutes qui sont mauvais, pas uniquement parce qu'ils sont pas bons dans leur profession, mais parce que humainement, en fait, ils devraient pas être là ou ils devraient fonctionner autrement. D'où l'intérêt d'avoir parfois une supervision, d'avoir un collègue qui épaule. Euh, il faut savoir, ça la recherche l'a toujours montré depuis des années, que les premiers rendez-vous, les 3 premiers rendez-vous avec le patient doivent bien se passer. C'est-à-dire que la personne doit se sentir un minimum entendue,
acceptée, respectée, qu'elle puisse se sentir à l'aise, en sécurité pour pouvoir dire des choses. Si on a l'impression que le psy est très jugeant, mais vraiment très jugeant, agressif, dictatorial, je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir se poser les vraies questions. Est-ce que c'est moi qui ressens ça, ou est-ce que c'est le psy en face de moi qui a des difficultés personnelles, ce que je lui dis, il n'arrive pas à le gérer? Faut quand même pas oublier que psychothérapeute, si c'est vraiment un métier, il y a des choses qu'on ne devrait pas voir apparaître comme ça. Que moi je puisse dire à quelqu'un, écoutez, je me sens agressé quand vous levez le ton et ça me met mal à l'aise, là on est en train d'explorer ensemble quelque chose. Mais si je me sens agressé par le patient et que je commence à me lever, à lui crier dessus, en fait je suis plus psychothérapeute, ça veut plus rien dire du tout. Ça n'est plus, je ne me sers plus de nos émotions pour avancer, j'en fais une affaire personnelle. Et le psychothérapeute n'est pas là pour régler ses affaires personnelles, c'est clair. Euh, il y a une chose aussi, qui s'apparente parfois à des mouvements d'emprise sectaire, dont j'entends parfois parler, c'est cet enfermement que certains patients vivent avec le temps, comme s'ils étaient happés par un psychothérapeute gourou, et s'éloignent, se mettent à critiquer les gens, ne se connectent plus à rien, quittent leur boulot, ne parlent plus à leur famille, ne parlent plus... Voilà. Moi, je ne pense pas que ce soit une voie à l'extérieur, là, comment dire, ce soit bon signe. Qu'on puisse à un moment donné rompre avec le fonctionnement de parents maltraitants, par exemple, c'est tout à fait entendable, qu'il puisse y avoir des échanges, qu'on puisse à un moment donné renoncer, ok. Mais quand la personne est en train de s'éloigner de tout, et d'avoir comme seule référence son psy, ça s'apparente à un phénomène d'emprise. Alors, je pense que voilà, si on est, en l'occurrence avec un psychothérapeute qui a un minimum d'expérience, il faut qu'il identifie que la personne a besoin d'un gourou, puis qu'elle travaille ça. Mais si le psychothérapeute n'est pas très clairvoyant, et donc a trop d'angles morts, et n'arrive plus à les voir non plus, ça devient une relation pathologique, et ça devient plus une relation thérapeutique. Puisque, pour moi, une relation thérapeutique, c'est une relation d'émancipation, qui n'est pas censée durer une vie entière. Sinon, ça s'appelle une relation amicale, ou amoureuse, ou ce que vous voulez, mais l'idée de la psychothérapie, c'est censé être une rencontre autour de difficultés, et puis une fois qu'on a bien réussi à les dépasser, bah chacun continue sa route. Quand est-ce qu'on finit une psychothérapie, puis comment on la finit, c'est une grande question. On peut déjà y répondre simplement si vous êtes centré sur un symptôme qui doit disparaître. Je vais arrêter de fumer, j'ai des attaques de panique, j'en ai marre de pleurer. Si l'objectif du départ est encore en cours de route et toujours celui-là, bah, la réponse elle est simple, hein. Si ça a disparu, la psychothérapie n'a plus lieu d'être. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois un problème peut amener à une discussion. Moi, je pense que déjà, et c'est très important de dire que la fin d'une psychothérapie, ça peut pas uniquement se décider du côté du psy. Ça peut paraître évident, mais je sais que certaines personnes, justement peut-être prises un peu trop dans la dépendance ou dans le regard du psy, attendent la permission pour pouvoir arrêter. Je pense que si on se dit je veux arrêter et qu'on perçoit que le psychothérapeute ne veut pas qu'on arrête, là, c'est prétexte à un échange. Là, c'est prétexte à une discussion parce que vous n'êtes pas du tout d'accord sur la vision entre thérapeute et patient. Donc, habituellement, quand les choses sont entre guillemets assez classiques, euh, la fin de la psychothérapie, elle arrive un peu aux yeux des gens de manière évidente, quoi. Ce qui m'intéresse plus, c'est finalement quand le psychothérapeute se dit c'est terminé et que le patient veut vraiment continuer, ou inversement, le patient se dit j'en peux plus, il faut que j'arrête, et le thérapeute ne voit pas du tout le problème et veut continuer. Là, à ce moment-là, pour moi, on est dans quelque chose de très compliqué, et j'encourage les patients, comme ils le peuvent, à pouvoir à un moment donné verbaliser ça. Et pas uniquement avec les copains et les copines, mais de pouvoir acter ça concrètement et de dire les choses parce que c'est très désagréable quand même d'être face à un professionnel et de lui mettre un lapin, de partir en courant parce que apparemment on lui parle de notre désaccord et puis il veut pas l'entendre. Euh, les Américains utilisent le terme de client qui est pas très beau pour les Français, mais je le trouve intéressant parce que ça veut dire qu'on vient chercher un service. Et donc on a le droit à un moment donné de ne pas être content et on a le droit de dire écoutez, moi je ne comprends pas exactement comment vous faites ou voilà, je suis pas en accord avec votre façon de voir les choses.
Ça nous amène finalement à la question de comment on pourrait constater que la psychothérapie a bien fonctionné. Je pense qu'il faut rester assez concret, assez simple, assez pragmatique. Est-ce que les gens sont heureux, plus heureux qu'avant? Est-ce qu'ils sourient? Euh, je crois qu'il y a un équilibre à trouver entre la question de je veux comprendre pourquoi ça ne va pas et je laisse la vie faire. Il faut pouvoir trouver voilà, cette balance naturelle. Les gens qui viennent en consultation souvent sont obsédés par la question du pourquoi. Si à la fin de la psychothérapie, la question du pourquoi est toujours ouverte, pour moi, il y a de fortes chances que la psychothérapie n'ait pas réussi en fait. Puisque la vie, c'est un mélange à la fois de réflexion et puis de sensations de vie, quoi. La vie, c'est ça, hein, par définition. Et je pense que la psychothérapie doit au moins amener à ça. Euh, donc c'est cette sorte de réduction d'une tendance un peu obsessionnelle à vouloir comprendre, à vouloir régler ses comptes aussi. Donc il y a une forme de lâcher prise aussi qui doit se faire. L'exemple que je donne, qu'on retrouve assez souvent, c'est finalement l'homme ou la femme qui est en attente par rapport à ses parents d'être aimé d'une certaine manière et qui a été maltraité. Donc il y a plein de gens que je rencontre qui ont été battus par leurs parents, qui ont été toujours déconsidérés, mis de côté. Bon, bah, quand on est face à ce genre de situation dans le présent, pour moi, un des indicateurs qu'on est vraiment en train de s'en sortir, c'est qu'on n'essaye plus de recontacter ses parents toutes les 5 minutes en espérant un jour qu'ils deviennent ce qu'ils ne peuvent pas devenir. Donc ça paraît très simple dit comme ça à la caméra, mais parfois on est pris par des émotions, c'est plus fort que nous, et on attend quelque chose que l'autre ne peut pas nous donner. Et je trouve que être en paix avec ça, et pas simplement se dire oui oui c'est bon je passe à autre chose, mais accepter profondément et avec on va dire voilà peut-être une certaine dose de spiritualité que finalement euh, les gens derrière mes parents, c'est-à-dire leurs voisins ou mes amis ou telle personne que je connais depuis 3 ans, peuvent remplir une fonction qui est tout aussi satisfaisante. Je pense que ça nous montre euh, que le ruisseau a pu se frayer un autre chemin. Euh, L'idée à ce moment-là, quand la personne continue à appeler ses parents ou à aller vers eux alors que ça ne va pas, moi je me dis que oui, les parents sont peut-être maltraitants, mais la personne est encore en position de se faire maltraiter. Et donc j'interroge ça. Ce qui m'intéresse, donc je reprends souvent la question des parents maltraitants parce que ça revient très très souvent. Ou en tout cas des attentes un peu voilà, déçues. Mais ça peut être par rapport au travail en fait. Si une personne continue à s'entêter, à aller dans un style de travail, à être malheureuse, il y a un moment, il faut aussi, je pense, qu'il signe la réussite ou l'évolution dans la psychothérapie, c'est peut-être d'avoir, non pas essayé de combattre pour correspondre à un système, mais de pouvoir trouver sa place dans le système. Donc si on veut absolument être comptable et que dans toutes les entreprises on n'arrive pas à assurer ce métier, bah, peut-être que la vraie question, c'est pas de prendre un médicament, c'est pas de faire un arrêt maladie supplémentaire, c'est pas non plus d'aller faire des stages pour gérer son burn-out, ou c'est peut-être pas d'aller faire de la méditation. Peut-être que tout ça, ça veut rien dire en fait, si on réfléchit bien. Peut-être que c'est de se demander mais pourquoi on va absolument essayer de rentrer par une porte qui est fermée, quoi, qui nous correspond pas, qui nous met mal. Et donc ça, évidemment que vous avez la plupart du temps besoin de quelqu'un qui vous accompagnera 5 séances, 10 séances, 6 mois, 1 an, 4 mois, j'en sais rien. Mais en tout cas, quelqu'un qui vous permettra à un moment donné de pouvoir prendre du recul. Parce que par définition, on peut pas avoir le nez dans le guidon et avoir suffisamment de recul. Voilà.